Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, ça a un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Une méga journée à Ottawa. Il y aura la mise à jour économique de le ministre Chrystia Freeland, mais dans les coulisses, ça c'est le fun de savoir ce qui se passe là. Parce qu'il y a bien du mémérage. Il y a du grenouillage. Salut Yasmine. Salut Alexandre. Bon, d'abord, il y aurait, semble-t-il, une espèce de chant des sirènes envers Mark Carney qu'on souhaiterait ramener encore plus près dans le giron libéral, lui qui est déjà là conseiller, mais d'autres départs aussi là, pour Justin Trudeau et son équipe. Hey, on pensait que la semaine allait être calme, tu sais, on pensait que la semaine, là, semaine politique, juste avant les fêtes, ça va être toute une semaine. Bon, j'explique le contexte. On a entendu la semaine passée, on a lu en fait ça dans le Globe and Mail, que il y a de la friture, ça aligne entre le bureau du premier ministre et le bureau de la vice-première ministre et ministre des Finances accessoirement. Chrystia Freeland n'est pas d'accord avec les dépenses farfelues de Justin Trudeau, notamment ce congé de TPS et ces chèques que Justin Trudeau souhaite envoyer à tout le monde. C'est sorti, ça a été coulé savamment, coulé aux médias. Quelques jours plus tard, voici qu'une autre information est coulée, que des échanges ont lieu avec Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est maintenant devenu conseiller économique au Parti libéral du Canada, pour qu'il rejoigne le cabinet de Justin Trudeau, potentiellement à titre de ministre des Finances, ce qui veut dire que les jours, voire les heures de Chrystia Freeland sont comptés. On ne sait pas si Mark Carney lui-même, qu'on imagine être de centre droit, est d'accord avec ces dépenses-là. Et voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a une mise à jour économique où Chrystia Freeland va avoir l'odieux de présenter un budget encore plus déficitaire. On nous avait promis qu'on dépasserait pas le 40 milliards. Là, on parle plus de 60 milliards, ce qui est absolument énormissime. Là, c'est plus de 50% que ce qui a été prévu en mois de mars dernier. Là, ça fait pas 4 ans, là, mois de mars dernier. Et l'autre nouvelle, Alex, c'est que il pourrait y avoir un remaniement aussitôt que mercredi, après-demain. Un remaniement où on imagine un Mark Carney qui n'est pas un élu devenir ministre des Finances. Mais moi, Yasmine, parenthèse là-dessus, là. Parce que si je suis Mark Carney et que j'ai des visées sur par exemple, le poste de chef du Parti libéral. Ouais. Je veux-tu vraiment être vu avec Justin Trudeau? Moi, est-ce que je veux vraiment porter l'odieux d'un déficit? Si c'est ça, là, si le scénario qui est discuté en coulisses se confirme aujourd'hui, si c'est 60 milliards, là, c'est catastrophique. Là. À mon sens, c'est quasiment le dernier clou dans un cercueil assez bien entamé là, pour ce qui est du gouvernement Trudeau. Mark Carney, normalement, veut pas porter le bilan de Justin Trudeau. Certainement pas le bilan économique de Justin Trudeau et celui de la gestion des finances publiques. Mais est-ce que Justin Trudeau a d'autres arguments que l'on ne connaît pas pour lui donner ça sur un plateau d'argent? Ça, c'est intéressant de savoir, tu sais, est-ce qu'il serait ministre pendant 2-3 mois avant le déclenchement d'élections? C'est pas beaucoup. En même temps, tu sais, si t'es juste ministre 2-3 mois, c'est pas la fin du monde. On peut pas dire que tu portes ce bilan-là, quoique tu dois faire preuve de solidarité ministérielle, là, tu sais. Mais c'est assez particulier de voir Justin Trudeau. Bon, en fait, moi, à la place de Chrystia Freeland, là, j'aurais démissionné la semaine passée. Avec moi, la tout semaine ce qui s'est passée, passé là, dans les journaux anglais, parce qu'il y a une espèce de guéguerre, là, en tout cas, dans les coulisses entre les deux équipes. Là. Tu sais, quand ça se met à couler de l'information là, en une, puis là... Il y a un pipeline d'informations entre les différents cabinets puis les médias, mais j'aurais démissionné parce que non seulement je vois que les jours comme ministre des Finances sont comptés, mais elle est humiliée sur la place publique de la part du premier ministre et de son cabinet, ça c'est sûr. Et maintenant, elle va avoir l'odieux aujourd'hui de se lever et de présenter un déficit avec lequel elle n'est pas d'accord. Oh non, c'est gênant. Honnêtement, c'est humiliant. Et ce qui est particulier, je ne sais pas si tu as vu l'entrevue que notre collègue Emmanuel Latraverse a eue avec Pierre Poilievre la semaine passée. Là, très bonne entrevue. Très bonne entrevue. Excellente entrevue. Et Pierre Poilievre qui dit, ouais, c'est tout ça, être féministe, c'est tasser toujours des ministres au profit d'hommes. Tu sais, il remet en question le féminisme de Justin Trudeau. La semaine n'a même pas
commencé que, mon Dieu, qu'il y a des affaires à analyser puis à suivre, Mais ça. Alexandre, ça risque de décoiffer aujourd'hui. Mais là, dans le cas de Sean Fraser, là, ce serait un 8e départ dans l'entourage du premier ministre. Il évoquerait quoi? Ben, d'après ce qu'on lit dans le Globe and Mail, c'est une question familiale. C'est qu'il a envie de retourner auprès de sa famille. Il C'est finirait toujours son ça, mandat. hein? Ben Les oui, questions c'est facile. familiales arrivent vraiment à propos là, quand la soupe est chaude. T'as-tu Ben, remarqué? tu vois, la famille, en fait, les sondages sont écrits avec en filigrane ta famille, pense à ta famille, pense à ta famille. Puis là, je pense qu'il a fini par lire le message en filigrane Ouais. des Moi, si je différents reviens sondages. pas demain matin, ça va être pour des raisons familiales, Yasmine. Je te Ben, l'annonce. je te le souhaite pas, les sondages pour Cube sont très bons. Ah, Fait c'est que, vrai, on a on des va pas bons te chiffres, croire. on est correct. On va pas te croire. Ouais, alors ça va être à surveiller, ça c'est clair. L'autre grosse nouvelle, c'est concernant la filière électrique, là. Lyon Électrique, on sait qu'il y avait une date d'entourer sur le calendrier, c'est aujourd'hui. Il y avait un petit sursis pour essayer de trouver des investisseurs privés pour éviter de se placer là, sous la protection des créanciers. Est-ce que Lyon aura réussi à trouver des investisseurs? Puis parallèlement à tout ça, il y a, puis c'est important, la bataille de l'opinion publique. Que pensent les Québécois? Est-ce qu'on devrait réinvestir une scène, que ce soit dans Lyon, que ce soit dans Nordvolt? Ben, les sondages sont clairs. Les Québécois ne veulent plus rien savoir du financement public, que ce soit de Nordvolt ou de Lyon Électrique. Ils considèrent que ce sont des échecs financiers monumentaux et ils veulent plus que le gouvernement du Québec intervienne. On a vu en fin de semaine ce dossier spécial du Journal de Montréal, Journal de Québec sur l'aide financière aux entreprises. Là, il y en a eu énormément. On ne sait pas à quel point ça a été finalement payant parce que quand on regarde le fiasco Nordvolt et le fiasco Lyon qui vit sur du temps emprunté parce qu'on voit pas d'investissement privé, ils ont vendu un terrain, le PDG a quitté, alors que Nordvolt, ben, ils sont déjà à l'abri des créanciers. Ça commence à être difficile pour le gouvernement de vouloir, tu sais, on se rappelle le premier ministre qui disait que Nordvolt, là, c'était la meilleure chose après le prince tranché, c'est la nouvelle Bay James, là, c'est un projet tout aussi gros que la Bay James pour lui. Ben, il en parle plus autant, là, tu sais, maintenant il parle de sa moyenne au bâton qui est meilleure, là, il considère pas lui-même dans son narratif, dans la manière avec laquelle il s'exprime, que Nordvolt est un succès financier, Lyon non plus. Alors, devant les politiciens sont avant tout des politiciens avant d'être des administrateurs de l'État, là, je devrais dire. Et l'opinion publique n'est pas à la faveur d'envoyer des chèques. Alors, est-ce qu'on va laisser Lyon mourir et est-ce qu'on va laisser Nordvolt finalement devenir pas grand-chose comme projet? C'est ça le dilemme dans lequel les politiciens maintenant sont confrontés. Moi, je vois difficilement comment on va pouvoir sauver Lyon. Honnêtement, c'est tellement les analyses qui en sortent sont tellement catastrophiques, tant sur le plan du produit. Le produit n'est pas fiable dans bien des domaines, dans la partie de recherche et développement où on développe des prototypes et on les vend avant même de les avoir testés. D'un point de vue financier, c'est une catastrophe. Le PDG est plus là. On a vendu un terrain à l'aéroport de Montréal un peu plus tôt ce mois-ci. C'est franchement une catastrophe qui se déroule sous nos yeux. Puis je pense on devrait être un peu plus conservateur dans la gestion des fonds publics là-dessus. Ce que j'ai trouvé problématique dans tout le dossier là, de la filière batterie, mais aussi les autres investissements, c'est des problèmes de communication. On a mal vendu le projet. Que ce soit Nordvolt aussi, là, on aurait dû mieux expliquer ça aux Québécois. Les risques. Les risques aussi, mais quand on entend le premier ministre parler de sa moyenne au bâton, OK, oui, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier une chose. Là. Au Québec, on chiale des fois sur nos augmentations d'électricité, mais moindrement qu'on se compare, on est privilégié. Là, t'sais. Ah, clairement. Alors là, lorsqu'on voit, par exemple, parallèlement à tout ça, des problèmes financiers pour ces entreprises-là, mais aussi des manchettes très défavorables. Il y a eu l'histoire du BAP avec Nordvolt. Mais ça devient, à un moment donné, imprégné dans la tête des gens, dans la tête de la population. Alors, c'est là que je dis, moi, qu'il y a eu des gros problèmes de communication, des gros problèmes aussi pour expliquer clairement aux gens ce qu'on veut faire avec ça. Puis on manque peut-être un peu de patience. Moi, je vais te le dire, Yasmine, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, le Québec passe à côté, manque le bateau, et que ce soit repris ailleurs et que ce soit, bang, un gros succès. On l'a vu avec d'autres exemples sur la scène économique. Et là, on va s'en mordre les doigts. Ben, on va s'en mordre les doigts, mais ce qui ramène la question, si on le voit avec des lunettes politiques, tu sais, Pierre Fitzgibbon, c'est un faiseux deal, tu sais, c'est un businessman. Là, il est parti.
Il est en Et amour. il est en amour, mais est-ce que le premier ministre regrette la carte blanche qu'il a donnée à Pierre Fitzgibbon? Tu sais, c'est ça la question que j'aurais à poser à François Legault s'il était devant moi. Est-ce qu'il regrette la carte blanche économique qu'il a donnée à Pierre Fitzgibbon? Parce que Pierre Fitzgibbon, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait le switch, je me permets l'expression, entre l'homme d'affaires et l'administrateur de fonds publics. Le risque, on le prend pas de la même manière quand on gère des deniers publics que lorsqu'on gère des investisseurs qui ont goût du risque. Or, aujourd'hui, avec son départ, on voit que tous les projets qu'il nous a vendus sont en train de tomber à terre. Et là, c'est Christine Fréchette qui doit recoller les pots cassés et défendre ça. Je suis pas sûre à quel point François Legault est heureux de cette situation-là. Merci Yasmine, on t'écoute à 9h. À tantôt! Salut.